Allez, c'est parti pour cette interview aujourd'hui avec Anis Boufafa de la French Touch Academy. Salut Anis. Salut Marvin. Merci de me faire cet honneur, et ce privilège. Je te le redis quand même ce mot-là, même si on se l'est dit en off. Pour moi, c'est un honneur, franchement, de pouvoir faire cet entretien avec toi. Donc, nos auditeurs ne te connaissent pas tous forcément. Je vais te laisser du coup t'introduire, te présenter. Évidemment, parler essentiellement de tennis aujourd'hui, du futur du tennis notamment. On me connaît quand même plutôt bien moi sur ma chaîne, sur les réseaux, tout ça. Donc Marvin Duconchel, pour ceux qui ne connaissent pas forcément mon nom, prénom. Le micro va être entre les mains de notre cher Anis, qui va se présenter. Il sait très très bien le faire. Super. C'est parti. Écoute, merci Marvin, cette grande introduction, en grande pompe, j'ai envie de dire. Non, un plaisir d'être avec toi aujourd'hui sur ta chaîne. Tu m'as un peu expliqué le principe et d'où ça venait. Et le fait que ce soit fait évidemment avec de la passion, de l'envie, de l'amour pour ce sport, c'est ce qui me fait aussi prendre le temps pour qu'on échange ensemble. Bien que d'un passionné à un autre, voilà, il n'y a pas de hiérarchie. Moi, c'est sur l'accompagnement de profil. On a tous nos domaines d'expertise. Toi, tu l'as développé dans la médecine, enfin dans la science du corps humain. En quelques mots, je suis Anis Boufafa, l'un des 3 responsables à la French Touch Academy, puisqu'on a le fondateur, Charles Offray, et puis Thomas Shirley qui lui s'occupe de toute la partie sportive, et moi qui suis plus sur la partie relations humaines, gestion, sélection des profils, et après intégration au sein de l'académie et suivi du projet. Donc qui je suis, un simple passionné depuis maintenant pas loin de quasiment 15-16 ans, alors que j'ai 29 ans. Oui. J'ai commencé le tennis tard, mais j'ai été piqué à ce sport tant j'ai trouvé la discipline complexe et en même temps très enrichissante d'un point de vue humain. C'est une discipline sur laquelle il faut toujours qu'on se surpasse, toujours qu'on se remette en question, et en même temps il faut avoir une certaine simplicité d'esprit pour aborder les étapes de ce sport. Donc je suis rentré pleinement dedans, et c'est aujourd'hui avec dire que je t'accueille au sein de notre académie, la French Touch Academy, au Cap d'Agde. Quelle belle introduction. Voilà, je n'aurais pas dit mieux, hein, évidemment. Moi, je te connaissais plus sous le terme de manager, mais effectivement, c'est bien que tu précises qu'il y a 3 responsables maintenant dans l'académie. J'imagine que ça a évolué aussi avec le temps, tout ça. Vous étiez peut-être au début peut-être pas aussi nombreux, et puis l'équipe a dû s'étoffer. Complètement. Pour le coup, j'ai commencé, et ça c'est vrai que c'est un message un peu nommé à tous les passionnés qui veulent travailler dans ce sport. J'ai commencé dans ce milieu en tant que simple joueur, sans avoir forcément une famille issue de ce sport-là. Et après, par passion, je m'y suis pleinement investi, comme beaucoup le font, à donner des cours, le plaisir, la chance d'avoir été arbitre. Donc j'ai passé tous les grades d'arbitre au niveau national pour venir à officier sur les plus grands tournois au monde. Donc disons que j'ai eu l'opportunité dans la vie de trouver ma brèche pour rentrer dans ce milieu pleinement, voir ce qui se faisait au plus haut niveau, et puis in fine aujourd'hui gérer une infrastructure qui aspire à former ces joueurs-là. Pour beaucoup, ce sera des joueurs qui travailleront dans le monde du sport, c'est ce que je leur souhaite, ou pas, mais qui soient épanouis dans leur vie. Mais quelques élus, et j'espère qu'on en a quelques-uns à l'académie, aspireront évidemment à rejoindre le circuit principal. C'est malgré tout pourquoi on se démène tous les jours. On essaie de leur donner le maximum de chances d'arriver au meilleur de leur projet, je dirais. Voici la présentation assez synthétique d'Anis Boufafa. Oh, super, c'est déjà bien complet, je trouve, merci. Pour revenir un peu sur ton parcours, rentrer un peu plus dans le vif du sujet, je dirais, est-ce que tu serais nous donner peut-être éventuellement des étapes clés que tu as vécues et ce qui t'a fait notamment arriver à l'académie aujourd'hui en fait? Les étapes clés, je dirais, c'est assez simple, hein. Tu commences le tennis, c'est avoir un bon professeur, un professeur investi, une personne qui va t'apporter la passion du sport avec une superbe énergie sur le court. J'ai eu de la chance d'avoir ça. La deuxième opportunité, c'est celle d'un coach aussi, d'un bon conseil, puisque voilà, il a vu que j'étais passionné, il m'a dit mais pourquoi pas passer les grades d'arbitre. Et puis après, je dirais que c'est un enchaînement naturel où en passant les grades d'arbitrage, j'ai rencontré les bonnes personnes. J'ai une pensée particulière
Michel Carnéjac, qui est le président de la commission régionale d'arbitrage, voilà, qui a fait plein d'efforts. J'ai eu de la chance d'avoir de super formateurs. J'ai eu de la chance de rencontrer les bonnes personnes quand je voyageais. J'ai eu le bon conseil, d'avoir aussi été confronté aux difficultés. Le point passant, le point passant le plus déterminant pour en arriver où je suis aujourd'hui. Ça a été le parti pris à un moment donné, après avoir effectué 6 fois Roland-Garros, après avoir voyagé aux 4 coins du monde. C'est la décision que j'ai prise, c'est celle d'arrêter l'arbitrage pour des raisons qui m'étaient très personnelles, puisque j'étais très attiré par comprendre ce qui se passait du côté des joueurs, étant donné que le code de l'arbitrage veut très naturellement que les arbitres et les joueurs aient une certaine distance. Mais une fois que j'avais fait, je dirais, mes armes dans l'arbitrage, que j'avais appris ce que j'avais à apprendre, derrière, ce qu'il en est ressorti, c'est simplement le fait de trouver une opportunité pour rentrer de l'autre côté. Et cette opportunité-là, je l'ai trouvée au travers des études. Lorsque je faisais mes études, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est comment est-ce que je peux rentrer dans ce monde par une porte qui me sera légitime. J'avais une fibre naturelle pour l'événementiel, pour la communication, pour le relationnel. Et ce qui s'est passé, c'est que très rapidement, je me suis dit, durant mes études, 5 ans, du coup en master, je vais utiliser tous mes stages pour tester toutes les sphères d'entreprise qui touchent au monde du tennis. Donc c'est passé par un club, une ligue, un comité, et puis à un moment donné, j'ai trouvé la clé de voûte. Cette clé de voûte-là, très étonnamment, je l'ai avec un coach qui était une personne que j'ai pu aider lors d'une simple présentation. Et ce même coach-là m'a offert l'opportunité par la suite d'aller travailler au sein du Piatti Tennis Center, Oui, en Italie, très exactement. Au sein duquel j'ai eu la chance de passer 2 ans par intermittence, puisque j'étais encore en études, mais centre par lequel du coup j'ai pu apprendre une nouvelle langue, l'italien. J'ai eu la chance de fréquenter le très haut niveau, puisque à cette même période-là, il y avait un dénommé Yannick Sinner qui s'entraînait, qu'on n'a pas à présenter complètement. Donc c'est réussir à chaque fois à aller vers les gens. Je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que rien n'est tombé du ciel. Des opportunités, elles viennent des fois elles viennent rapidement, d'autres viennent avec du temps, mais c'est aussi l'un des aspects qu'il faut travailler en tant que personne, c'est avoir cette capacité à toujours être travailleur et être patient. Donc une fois que j'ai passé ce point de bascule au sein du Piatti Tennis Center, où j'ai eu aussi la chance de rencontrer de magnifiques personnes, à commencer par Riccardo Piatti, son épouse, mais aussi l'une des personnes clés qui s'appelle Stéphane Glohagen. Et comment dire, en évoluant après dans ce milieu-là, en étant ultra présent, en donnant beaucoup de son énergie, derrière, tu as la chance d'avoir des petites opportunités. Et l'opportunité qui a suivi, naturellement, ça a été celle de faire la rencontre de Charles pour venir travailler ici de scratch, sans rien, et construire avec lui ce beau projet, avec lui et évidemment toutes les équipes, puisque je suis pas seul, mais construire ça avec de l'énergie, de la passion, et en arriver aujourd'hui au lieu que tu découvres. Ah oui, C'est un peu toute l'histoire. Ok, merci pour tous ces éléments. C'est bien parce que j'en apprends énormément avec toi sur comment tu t'es quelque part infiltré, comment tu t'es mis dans tout ce milieu-là qui est extrêmement riche, vaste en rencontres, en humains en fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'humains finalement. Toi, t'es vachement relationnel, j'ai très bien senti dans ton contact aussi ici à l'académie, le regard que tu poses, la façon dont tu as parlé, de te comporter, etc. Tu es effectivement très à l'aise là-dedans, ça se sent. Et donc, effectivement, je ne suis pas surpris que tu aies eu des opportunités qui se sont présentées à toi et que tu as su saisir finalement. C'est ça aussi en fait, c'est saisir les occasions quoi. Il y en a que j'ai laissé passer aussi, Oui. Ça fait partie du jeu. Je dirais que c'est simplement avoir la volonté de bien faire les choses. C'est tout bête, mais on répète souvent, fais du bien, il t'arrivera du bien. Quand tu fais des efforts, que tu les fais avec du cœur, que tu les fais avec humilité, parce que ça aussi, dans les relations personnelles, c'est quelque chose de très important. Trouver sa bonne place quand on rentre dans une infrastructure, pas trop se mettre en retrait, mais en même temps pas être surprésent et laisser finalement les gens faire
faire leur propre avis de ce que toi t'as apporté par le travail que tu montres au quotidien. Ça, c'est une valeur qui me semble hyper clé. Et aujourd'hui, c'est vrai que le fruit de la manière dont je co-manage cette académie, c'est justement permettre à chacun de développer sa propre personnalité dans un cadre où mon rôle aujourd'hui, c'est simplement de superviser, de m'assurer que la promesse qu'on fait aux familles est respectée dans la mesure où on peut le faire, très humblement, et surtout prêter attention à construire l'avenir des jeunes et pas être dans un schéma où on promet des choses, on promet monts et merveilles pour, in fine, dès qu'il y a un pépin, lâcher le projet. Lâcher l'affaire. Ouais. Ok, ouais. Ça, c'est bien, justement. On sort des illusions et des grands rêves qui finalement ne vont peut-être pas aboutir. C'est vraiment être réaliste, de ce que j'entends aussi. Toi qui connais bien ce métier et tout ce milieu-là, tu sais à quel point c'est important, je pense, effectivement, d'être bien terre à terre par rapport à ça. Absolument. Même si c'est bien de rêver grand, de voir grand, mais rêver grand. ouais, voilà, c'est ça. J'avais juste une petite question avant qu'on embraye sur la Je suite, t'en prie. qui est juste, selon toi, justement, pour moi, je trouve que c'est pas antinomique, c'est pas contraire. C'est une notion d'humilité et en même temps d'ambition, tu vois. On peut, je pense, être humble et en même temps ambitieux. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Je dirais que il faut pas confondre confiance en soi et arrogance. Ce dont tout le monde a besoin pour avoir de l'ambition, c'est de la confiance en soi. Et que tu sois jeune ou que tu sois adulte, si tu as envie de rêver grand, rêve grand. C'est complètement ton droit et ne laisse personne te dire que tu n'y arriveras pas. Maintenant, la confiance en soi, elle se nourrit de travail, elle se nourrit d'expérience. Donc là où l'arrogance se nourrit de certitudes qui peuvent être fausses, puisque chacun se fait la propre vision de soi-même, alors que les autres vont se faire forcément une vision plus ou moins différente. Oui. Donc je dirais que voilà, la confiance en soi, c'est clé. Et quand on a confiance en soi, on trouve la part d'humilité. Et tu pourras remarquer dans le futur, tu peux déjà le remarquer chez certaines personnes, qu'il y a de très très grandes personnes dans le sport ou dans d'autres milieux qui portent une certaine humilité, mais quand ils parlent de ce qu'ils font, on sent toute la confiance qu'ils peuvent dégager. Et je pense que c'est une notion qui est vraiment pas à mixer. La confiance en soi, il faut la cultiver. Par contre, il faut pas tomber dans l'arrogance. C'est ce que l'humilité vient balancer à côté. Ouais, merci beaucoup pour cette précision. Je crois que c'est d'autant plus important dans le tennis, enfin dans ce sport qui est individuel en plus, où on pourrait tomber des fois dans ce côté arrogant. Complètement. Mais j'ai tout gagné, enfin pour des joueurs qui ont engrangé tellement de victoires, tellement de trophées, alors je prends pour forcément les meilleurs, à un moment donné de dire ça y est, je suis arrivé quoi. Et puis à un moment donné, ils se feront peut-être justement battre, on en parlera peut-être un peu plus tard justement, parce que voilà, comme tu dis, ça reste à cultiver, ça reste à nourrir. Absolument. Il n'y a rien d'acquis en soi en fait finalement quoi. Jamais. Mm. Jamais. Hein. L'exemple parfait, c'est l'une des légendes de ce sport, Novak Djokovic, qui dans tous ses discours, dans toutes les interviews que tu peux avoir, dénote comme d'autres grands champions d'une simplicité dans ses propos et d'un pragmatisme qui est clé. C'est une personne qui réussit très simplement à t'expliquer toutes les difficultés qu'il a rencontrées, tout le travail sur soi-même qu'il a effectué. Donc quand tu as une personne qui parle comme ça, tu ne peux que respecter cette personne et l'admirer. Je dirais que dans le tennis, la complexité, c'est qu'il faut assez avoir confiance en soi pour avoir confiance aux autres. On a très vite fait, quand on a des mauvais résultats, de regarder à droite, à gauche. Ça peut être la raquette, ça peut être le vent, ça peut être le coach, ça peut être l'heure de sommeil qui a manqué, ça peut être le dessert que tu as mal mangé. Tout peut être pris en excuse. Exactement. Donc, faire confiance dans le process, écouter les avis des personnes qui sont passionnées et investies dans le projet, en ayant confiance en soi, en se disant si j'ai la volonté de continuer à travailler aussi bien, à garder mes oreilles ouvertes pour écouter les conseils, oui, j'y arriverai. Je rêve grand, mais j'ai l'humilité de voir étape après étape. Et ça, encore une fois, c'est le facteur clé de tous les grands champions, tout confondu, notamment dans le tennis, où que tu prennes Alcaraz, que tu prennes Sinner, que tu prennes Djokovic, que tu prennes Nadal,
ça a foncièrement été des personnes qui ont toujours gardé les pieds sur terre C'est vrai. et qui ont passé les étapes, qui se sont adaptés à chaque opportunité qui se présentait à eux, sans en faire des tonnes. Et c'est ce qui surprend tout le monde, et c'est ce qui fait dire à tout le monde que c'est de grands champions. C'est se dire, voilà, il ne s'extase pas devant ce qu'il a fait. Il vise tellement haut que tout ce qu'ils viennent à effectuer, ça n'est que des étapes en fait. Oui, c'est vrai. Alors là, merci. C'est riche, hein, ce que tu dis. J'écoute et en même temps j'infuse parce que moi, c'est vrai qu'en tant que sportif et puis aussi avec toutes les personnes que j'ai pu soigner, rencontrer en voyage, etc., j'apprends toujours énormément et là, je vois aussi toute la richesse de tout ce que tu as vécu, de tout ce que tu as compris jusqu'à aujourd'hui, on va dire. Voilà, c'est super, merci. Je pense que ça va parler à pas mal de gens qui Tant suivent mieux. le tennis et le sport en général même, puisque forcément c'est un état d'esprit qu'on retrouve quand même à haut niveau aussi. Ouais. Donc là tu as cité des joueurs en plus qui moi, me parlent particulièrement, Novak Djokovic forcément, qui a vraiment créé son trou. Une légende, hein. Voilà, une légende forcément. Et tu dis toujours cette simplicité qui est gardée par ces grands sportifs justement, même alors qu'ils ont effectivement tout gagné, ou voilà, qu'ils ont rayonné à un niveau Complètement. exceptionnel, quoi. Complètement. Donc, bah, écoute, on va enchaîner un peu avec la suite. Là, pour revenir un petit peu à ton métier ici à la French Touch, quelles sont alors à la fois les préférences de ton métier, je dirais, et aussi, tu vas nous citer peut-être aussi les contraintes éventuelles qu'il y a dans ton métier, ce qui est pas toujours évident à gérer. Voilà, je te laisse reprendre le micro. Écoute, pour le coup, la réponse est très simple, hein. Je pense quasiment tout aimer dans mon métier. C'est un métier où j'ai de la chance de toucher à tous les domaines. Et c'est là aussi où le parcours académique peut être intéressant, sans dire que les études, c'est forcément le ticket gagnant pour être épanoui dans son travail. Mais au travers des choix qu'on fait dans les études, naturellement, on complète son profil, on complète sa palette de compétences pour arriver dans un poste où on peut être pleinement épanoui. J'ai commencé à la French Touch comme grossièrement dit commercial. Alors commercial, c'est un terme que je déteste. En quelle année d'ailleurs? C'était en 2020, donc en année Covid. Où naturellement, en année Covid, j'arrive en février, le Covid arrive en mars, et là on se pose la question de se dire on fait pas. Non, on rêvait grand, donc on s'est dit on fait à 2000%. Et là où on avait projeté 15 élèves, finalement on en a eu 23, ce qui a fait une très belle promotion, ce qui a permis de lancer le projet. Donc ouais, en commençant par une position aussi synthétique, je me suis dit il faut pas non plus que je m'enferme dans ce rôle-là. Donc c'est là où j'ai fait parler la palette de compétences, humblement je dirais, où l'idée c'était de rapidement créer beaucoup de tournois, rapidement faire du contenu vidéo. J'ai eu de la chance d'être aussi accompagné par des personnes qui étaient compétentes dans ce milieu-là. Je Oui, pense tu es à... très à l'aise, d'ailleurs. Je Ouais, t'ai précisé, tu es très à l'aise à ce niveau-là. à quel niveau? Les vidéos, pour en avoir vu pas mal aussi, voilà, je sens que tu as une certaine aisance. Disons que je Voilà. contrôle pas ce que je dis, mais c'est des choses dans lesquelles je crois fortement. Donc quand tu pars de ce postulat-là, t'as pas à faire de l'acting. Oui. Finalement, ce que tu partages, c'est le fruit de ton expérience. Certaines personnes ne peuvent pas être d'accord avec ce que tu dis, mais ça se respecte aussi, hein. Chacun peut avoir son avis. Donc voilà, je partage très humblement tout ce qu'on peut savoir dans la position que j'ai actuellement, et j'espère justement que ce type de discours-là puisse permettre à des jeunes qui sont en études, qui sont passionnés de tennis, de se dire si lui l'a fait, pourquoi moi je peux pas le faire? Ok. Donc complètement l'objectif, hein, aussi simple que ça. Ok, super, merci. Du coup, pour rebondir un peu partir vraiment sur la suite de cette interview, je me disais, j'aimerais bien connaître un peu plus, rentrer un peu plus dans la tête d'Anis. Quelle est un peu ta philosophie du moment, et notamment par rapport au tennis, je dirais? Et puis, si tu peux me dire ça dans un premier temps, et aussi celle de la French Touch, justement, la philosophie qu'on retrouve dans la French Touch. Quelles sont peut-être les valeurs, la philosophie, on va dire, ces choses-là? Si tu es OK de nous citer Bien certaines sûr. choses. Alors la philosophie du tennis, elle est complexe à synthétiser. Bien sûr. Mais globalement, je dirais qu'aujourd'hui, le monde du tennis est très ouvert à l'expérience. Il y a eu l'essor depuis quelques décennies du circuit ITF Junior, du circuit Tennis Europe,
de certaines organisations privées qui proposent aussi des tournois en volume. Donc l'expérience tennis aujourd'hui, c'est ce qui est, je dirais, mis en premier. Et c'est ce qui pousse beaucoup de personnes qui voient les grands champions à se dire aujourd'hui, on nous prédessine un peu le parcours à suivre. Je suis petit joueur, je passe en tennis Europe, je bascule en ITF junior et après je vais sur le circuit pro. Je dirais que je vais vraiment présenter ma vision sous ce prisme-là. C'est ça que je trouve intéressant. La compétition. Parce qu'au final, on peut être un joueur qui aime jouer des balles, enfin taper des balles entre amis, et c'est super. Mais il y a une grande différence entre le joueur qui joue en loisir et le joueur qui crée un projet à partir du tennis. Et c'est là où je ferai le parallèle avec la French. Ok, super, vas-y. Aujourd'hui, le monde du tennis tel quel, comme je le dis, il est fait d'expérience. Donc les joueurs qui souhaitent avoir un projet dans le tennis, ils vont voir les pros, ils vont comprendre le chemin à suivre, et puis les parents vont naturellement faire les procédures, faire le nécessaire pour que leur enfant puisse être dans ce circuit-là. La vision de la French, elle est différente. La notion de projet est la même. L'enfant vient chez nous, il nous présente son projet. T'as 12 ans, t'as envie d'être professionnel. Qui peut te dire que tu ne seras pas professionnel? Personne. Par contre, le discours qu'on tient aux parents est différent. Selon le profil de l'enfant, son âge, son expérience à la compétition, son talent, j'ai envie de dire. Mais son talent, il se dissocie évidemment en deux parties. Il y a ce qui est inné, et puis il y a la force de travail. On a des jeunes de 12 ans qui sont de gros travailleurs, et puis on a d'autres profils qui ont une super main, qui ont déjà techniquement un jeu très fin, mais qui par contre au travail, c'est pas ne savent pas travailler, mais ne comprennent pas la valeur ajoutée du travail. Et ça, c'est quelque chose... Pas en profondeur, en tout cas. Pas en profondeur. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui suit dans le temps. On a aujourd'hui, entre, je dirais, la 300e et la 1800e place, on a énormément de joueurs talentueux, mais qui ne sont pas forcément des forcenés de travail. Et c'est encore une fois ce qui fait qu'il reste... On ne citera pas de nom. On ne citera pas de nom, évidemment. Non, parce que c'est une généralité. Bien Il y a sûr. évidemment des cas exceptionnels. Mais tout ça pour dire qu'à la French, quand un joueur vient avec un projet, on décortique ce projet. On y apporte de la perspective et on y place une certaine sécurité. Tu l'as vu, on a une école, on a un internat sur site, on a énormément de staff dédié au bien-être des jeunes. Pourquoi ça? Tout simplement pour bien borner le projet. Une fois que le projet est bien scellé, une fois qu'on comprend l'objectif, l'idée de notre côté, c'est de mettre un protocole en place, aussi personnalisé que ça puisse être, pour accompagner le jeune étape par étape, le challenger, le coacher à titre personnel, pour le faire évoluer du moment où il est rentré au moment où il sortira. Et encore une fois, je prends un cas hyper général. Un jeune qui arrive à l'académie à 5-6 et qui repart de l'académie à 2-6 ou à 3-6, qui est aux États-Unis et qui prend énormément de plaisir dans son quotidien, mais c'est une bénédiction. C'est déjà gagné, quelque part. C'est quelque part déjà gagné. Après, encore une fois, l'idée, c'est pas de s'arrêter là, mais de continuer à les suivre. Ce jeune-là, il va revenir en France, il va très certainement chercher du travail. Et c'est là où l'académie, telle qu'elle, comme une famille, va pouvoir apporter un peu la touche magique et lui dire mais écoute, nous on est là, si tu as besoin d'aide, tu nous appelles, si on peut aider, on aide avec grand plaisir. Donc là où le protocole classique dans le monde du tennis laisse un brouillard planant, parce que encore une fois tu vas en ITF junior mais t'as pas le niveau pour faire des ITF juniors, tu vois un peu la fin de ton projet. Nous, on module la chose, on a un discours un peu franc, où on se dit, ok, aujourd'hui, tu es capable de ça, on t'accompagne dans ça, ça ne veut pas dire que tu ne seras pas capable de mieux demain. Par contre, il faut qu'on se mette au travail. Et au travail à 200%, pas à 80%, où on fait les choses à moitié, quoi. Pas à fond. Ouais. Ok, super, merci, ça me donne une vision encore plus d'ensemble, je dirais, de la façon dont toi tu fonctionnes, l'académie, tout ce qui s'articule autour. Et je trouve que c'est génial d'accompagner justement un jeune dans son projet de, entre guillemets, de A à Z, et de ne pas le lâcher.
Voilà, même si, bah, effectivement, tu dis, il pourrait peut-être aller plus loin, mais finalement, ça se passe pas comme prévu. Vous êtes là, quoi. Et c'est ça qui est top, quoi. Bon, merci. Je pense que ça va intéresser pas mal de monde, peut-être pas mal de jeunes qui nous écoutent J'espère, aussi, j'espère. ou de parents qui se diraient, ouais, bah, je sais pas trop, comment justement accompagner peut-être ou ma fille à aller à plus haut niveau. J'ai pas les armes, j'ai pas le discours suffisant, mais effectivement, il faut aller vers des professionnels comme vous pour avoir Nous ou d'autres, ou hein. nous, voilà, Nous ou d'autres. d'autres. Mais enfin, ce que je veux dire, voilà, c'est pas y aller tout seul, c'est ça, Bien surtout, sûr. ouais. Donc, mais, je mets en valeur quand même ici l'académie, sur, en tout cas sur cette interview, c'est le but aussi. Écoute, pour enchaîner un peu sur les questions que j'avais en tête aussi avec toi, c'était justement comment tu vois l'avenir du tennis, notamment au niveau professionnel, hein, pour ceux qui connaissent peut-être l'ATP, la WTA. Toi, quelle est ta vision à ce niveau-là? Parce que évidemment, c'est un sport qui évolue comme tous les autres sports. Donc, je suis curieux de savoir. Pour moi, l'évolution du monde du tennis, elle est hyper positive. Et je l'ai vu déjà sur ces 10 dernières années. Et j'espère, mais j'entrevois un avenir plutôt radieux. Pourquoi? Parce que le tennis au plus haut niveau reste compliqué. Ça, on peut s'accorder pour le dire. Mais le nombre d'opportunités pour arriver au niveau a largement grandi. On a, Même sur le plan de la santé, je vois en termes d'alimentation, bien sûr, d'amélioration technologique pour même récupérer plus rapidement pour des sportifs, etc. par rapport à il y a une dizaine d'années. Là, ça a quand même vachement évolué tout ça. alors j'aurais pas la prétention de pouvoir rentrer sur la partie technico-tactique physique. Tu serais Oui, même je toi connais bien peut-être un peu plus à plus même de l'aborder. Disons que moi, dans ma position, j'ai une perspective complète du prisme. Qu'est-ce que tu peux faire dans le tennis? Mhm. Et aujourd'hui, le haut niveau, je le connais. Les joueurs de haut niveau, je les fréquente. J'échange énormément avec eux. Et de ce que j'entrevois, comme je l'expliquais, aujourd'hui, tu as 100 élus. 100 élus à l'échelle des millions de pratiquants que tu as sur toute la planète, c'est peu, pour pas dire rien. Donc c'est pour moi l'un des sports, si ce n'est le sport, le plus compliqué en termes d'objectifs professionnels. Ceci étant dit, les opportunités restent présentes, puisque la discipline de tennis n'est pas forcément un sprint comme on pourrait tous l'entrevoir. Le milieu du tennis professionnel aujourd'hui, le niveau est très compact, la moyenne des joueurs est très âgée. Donc là où on pousse forcément tout le monde à très vite performer à très haut niveau, nous on prendrait plus le parti de dire effectivement, si tu es un diamant brut et que finalement toutes les opportunités qu'on te présente, tu les saisis et tu passes chaque étape. C'est magnifique. Va jusqu'au bout et la seule chose qu'on te souhaite, c'est d'arriver top 100. Par contre, si tu as des difficultés ou des périodes difficiles, c'est pas pour autant que tu dois lâcher. Tu peux prendre du temps. Un exemple très parlant à l'académie, Constant Lestienne, qui est rentré dans le top 100 à 30 ans. Oui. Alors, on me dira, c'est une licorne, il n'y en a pas 10 000 comme lui, mais non, il faut se détromper. La moyenne du top 100, si je dis pas de bêtises, actuellement, elle est aux alentours de 27 ans. Donc, C'est-à-dire qu'il y a une maturité, il y a forcément une maturité à avoir. quand même un certain âge aussi. Complètement, complètement. L'expertise dont tu parles au niveau scientifique, performance, il existe, mais il n'est pas non plus à la portée de tout le monde. Et je peux te dire assurément qu'au sein du top 100 aujourd'hui, ils n'ont pas tous bénéficié de cette expertise à ce point-là. Par contre, c'est Par manque de moyens, tu dirais? par manque de moyens, Peut-être aussi. principalement par manque de moyens. Tu as des joueurs qui viennent de Bulgarie, tu en as d'autres qui viennent du fin fond de l'Inde, des joueurs qui sont dans des pays, comme tu dis, avec, moi je pense aux pays d'Amérique du Sud, qui n'ont pas forcément les moyens qu'on peut avoir en Europe ou qu'on peut avoir dans d'autres continents. Mais c'est des joueurs qui sont quand même bien présents au plus haut niveau et qui, pour certains, sont passés aussi par les universités américaines, qui d'autres ont pris le temps de patienter et de continuer les efforts parce qu'ils croyaient en eux. On parlait de confiance en soi un peu plus tôt. L'idée, c'est simplement de se dire, il y a des opportunités. C'est pas parce que tu essaies de jouer au plus haut niveau aujourd'hui que ta vie sera gâchée si tu ne réussis pas.
Bien sûr. t'es prof de Ça tennis s'arrête pas. demain, La vie, tu gagnes très bien ta vie, tu veux continuer à jouer sur des circuits privés, que ce soit en France, les CNGT ou à l'échelle du monde, le circuit UTR, tu peux très bien gagner ta vie en jouant ces circuits-là. Il y a plein d'opportunités qui fait que tous les passionnés du tennis qui jouent bien, qui sont de vrais compétiteurs aboutis, peuvent avoir des opportunités de vie et ne pas tout cramer, entre guillemets. Mmh. OK, ouais, super intéressant ce que tu dis. Je ne voyais pas toute cette profondeur à ce niveau-là, en tout cas. Enfin, je n'entrevoyais pas tous ces aspects-là, si tu veux. Donc, merci de m'éclairer là-dessus. Écoute, pour continuer aussi dans cette interview, ce qui me vient, c'est de parler un peu d'actualité tennis aussi, puisqu'on a 2 joueurs qui actuellement, sur le plan de l'ATP au niveau masculin, sont un peu en train de survoler les débats, si je puis dire. Enfin, voilà. Donc on a effectivement Carlos Alcaraz qui est numéro 1 mondial espagnol, donc qui est assez jeune, hein, 23 ans je crois aujourd'hui. Oui, ça doit être ça, ouais. Et puis Yannick Sinner qui est italien et qui est un petit peu plus âgé, un an de plus, et qui effectivement actuellement sont à un niveau quand même assez stratosphérique. Et donc en tout cas, qui vraiment se démarque par rapport aux autres joueurs qui ont beaucoup de mal à les suivre. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ça justement? Où est-ce que tu situes ces 2 joueurs-là? C'est la première question qui me vient. Et à ton avis, pourquoi ils en sont là en fait? Ça m'intéresse de savoir un peu ton avis. Parce que moi, je pense aussi qu'ils sont évidemment très très bien entourés. Ça, c'est vraiment ce que j'observe. Ils ont une passion à travailler, une passion du sport qui est incroyable. Mais je pense qu'il y a d'autres éléments que je vois pas. Je veux bien avoir ton regard et je pense que ça peut intéresser pas mal de gens. Donc vas-y Anis, à toi la parole. Déjà, pour commencer, évidemment, oui, ces deux futures légendes, ou en tout cas, c'est tout ce que je leur souhaite aujourd'hui, écrasent le monde du tennis. Bon, on a eu de la chance quand même d'avoir un trio qui les a précédés, qui nous a aussi fait vibrer. Aujourd'hui, ils apportent un nouveau tennis, un tennis beaucoup plus athlétique, très porté vers une capacité à se déplacer exceptionnelle, une capacité à vouloir coller cette ligne de fond et jouer en rallye intense, impressionnante, et en même temps, cette capacité à aussi, dès que l'opportunité se présente, avoir des points gagnants très faciles, ça sert très bien, ça retourne très bien. Le premier coup après le service fait très mal. Les montées au filet sont très rapides. Ils apportent un tennis qui s'apparenterait, quand toi t'es téléspectateur ou spectateur, à du ping-pong. Et je pense que si le tennis se porte aussi bien après autant de temps, c'est aussi parce qu'on a eu la chance d'avoir ces profils-là. Ouais. Des profils qui, à mon sens, ont un don inné. Et comment expliquer ça? Ce don-là, il a eu la chance de rencontrer dans le chemin, par leur chemin, des grands coachs. Je pense à Yannick Sinner et Riccardo Piatti, naturellement, que j'ai vu. Riccardo qui avait, dès mon arrivée au centre, alors qu'Yannick avait à l'époque, si je dis pas de bêtises, 15 ans, une vision, la vision qu'il allait pouvoir performer au plus haut niveau. Il me l'a répété des centaines de fois. Je me souviens de leur première confrontation en Espagne en 2019, où c'est Carlos Alcaraz qui avait battu Yannick alors qu'ils étaient sur le circuit Challenger à l'époque. Oui, donc effectivement, il y a du chemin qui s'est... Exactement. Et déjà, voilà, le regard que le Ricardo portait sur Carlos Alcaraz avait été intéressant. Ils avaient vu que ce joueur-là, qui était d'un an cadet de Yannick, avait quelque chose en plus. Et puis après, tu t'aperçois que tout va très vite. Alors ça tient aussi à avoir de bonnes opportunités, des wildcards, mais être capable de saisir ces moments qui sont des moments clés. Pour parler du joueur que j'ai pu fréquenter et que j'ai, pour le coup, à date, que j'admire énormément, c'est cette capacité. Il faut se souvenir, à Rome, j'ai plus l'année, mais il joue Johnson au Master 1000 de Rome. Après avoir obtenu sa wildcard, il faut comprendre qu'en Italie, il y a des séries nationales à passer pour après jouer un tableau plus restreint, et le vainqueur obtient sa wildcard sur le tournoi de Rome. Et quand Yannick se présente sur ce cours, je pense que peu de monde, pour pas dire personne, ne croit en lui. Il n'y a qu'à regarder les gradins, hein. C'était pas... Peut-être lui. À part peut-être lui-même et son staff.
en confiance en soi. Et c'est là où le travail paie. C'est un joueur qui a perdu des matchs avant, en futur, en junior, sur le circuit national. Mais c'est un joueur qui a toujours eu une oreille très attentive à tout ce qui pouvait lui être dit. Et le don qu'il a, c'est justement la flexibilité mentale d'absorber le conseil, de le mettre en application sans remettre en question ce qui va venir derrière. C'est pas parce que il perd que ce qu'il a travaillé c'était mal, puisqu'il a confiance dans son équipe. Et aujourd'hui, on entend souvent dans le tennis. Ça, c'est fort. Ah, mais c'est un don. Quand je dis que c'est un don, c'est qu'aujourd'hui, pour cette discipline-là, le tennis, cette capacité qu'a Yannick, elle est très rare, pour pas dire inexistante. Certains l'ont d'une manière passagère et progressent énormément, mais là, je te parle d'un état d'esprit qui l'a cultivé à titre personnel depuis ses 15 ans. Et ça, et ce, malgré le changement de son staff à un moment donné, malgré son exposition au niveau médiatique, malgré son exposition aussi négative suite à certains incidents. C'est un joueur qui a toujours gardé la tête froide et qui a mis son esprit au service de son ambition. Je ne peux pas ajouter bien plus que ça. Hein. Quand tu as compris ça, derrière, tu vas sur le terrain, tu fais tout ce qui est nécessaire pour te rapprocher du 10 sur 10 en investissement, et tu travailles et tu patientes. Eh oui. Ouais, c'est sympa de connaître un peu les coulisses de Yannick Sinner, parce que toi, tu l'as côtoyé, donc c'est vraiment... effectivement, moi, c'est un joueur qui me passionne aussi, parce que je le trouve d'une clarté mentale, justement, même on pourrait dire des fois... Enfin, c'est pas froideur, mais il est tellement focus, tellement concentré, tellement dans son truc. Enfin, waouh, c'est quand même assez impressionnant. Donc, et comme tu dis, je pense qu'il a une capacité effectivement à non seulement écouter, absorber. Moi, j'avais le mot intégrer, tu vois. C'est après comment il intègre ça. Est-ce qu'il intègre ça rapidement, justement, ces conseils-là? Est-ce qu'il les implémente vite dans son tennis, etc. Visiblement, oui. Il a l'air d'apprendre vite, comme Carlos. Donc, et puis, évidemment, sans oublier les autres joueurs qui progressent vite dans le top 100 et au-delà, hein, On en a évidemment. connu énormément ces derniers temps. On a connu énormément de nouveaux profils qui ont fait leur entrée dans le top 100 mondial, voire dans le top 50. Il n'y a qu'à parler de Valentin Vachereau, je pense que à lui, justement. personne ne connaissait, mais Valentin, sans le connaître à titre personnel, mais en ayant des personnes qui sont proches de son entourage, tout ce qu'il m'est à chaque fois dit, c'est que c'est un gars qui en voulait à fond. Peu importe, quand il est revenu des États-Unis et qu'il a joué sur les futurs, il a très rapidement performé. Mais je dirais que ce que j'admire chez ces joueurs-là, c'est le fait qu'encore une fois, ce tournoi à Shanghai, il aurait pu ne pas le faire. Oui. Ça a été un risque financier, sportif de le faire, parce que sur le papier, c'était une petite opportunité. Il y est allé, il s'est battu sur tous les matchs, il n'a pas eu des matchs faciles, hein, et il est arrivé au bout de cette histoire-là, qui est juste exceptionnelle. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément le fruit du hasard. Tu prends tous les joueurs sur le circuit et tu verras qu'il y a toujours eu une petite opportunité qui leur a permis de s'exposer sur le grand circuit. J'ai l'exemple de Andrei Rublev, je me souviens. On en discutait quand on Qui a été top 10 pendant longtemps. Exactement, mais c'est juste une anecdote. Hein. Il est en qualif d'un challenger, il perd, il rentre au vestiaire en furie. Je ne te fais pas de dessin. Et je te parle d'un fait qui a été rapporté, donc c'est pas moi qui l'ai vu de mes propres yeux. Mais ce qui s'est dit, c'est que il perd, il est en furie, il est en larmes. Derrière, il gagne le Lucky Loser, donc il a la possibilité d'intégrer le tableau final malgré sa défaite au premier tour. Au dernier tour des qualifs, il gagne le tournoi derrière. Mais ce genre de petit exercice-là, c'est un exercice que tu retrouves chez énormément de joueurs qui saisissent les opportunités qui se présentent à eux. Et oui, comme tu dis, il faut savoir saisir et y aller. Complètement. Et puis voilà. Laisser après la magie opérer si elle doit opérer aussi. Hein, voilà.
Ok, super. Bah écoute, on est en train de glisser tranquillement vers la fin de notre interview. Pas mal d'éléments. Alors juste, j'aurais aimé peut-être, si tu veux bien, nous dire, est-ce que tu vois quelqu'un justement qui peut concurrencer nos amis Yannick Sinner, Carlos Alcaraz actuellement alors, moi, je suis persuadé qu'il y aura forcément un joueur qui va venir bousculer quand même tout ça, mais est-ce que tu en vois déjà un? Ou potentiellement, est-ce que tu penses que ça va arriver dans les prochains temps là? On parle potentiellement. Alors, les deux sont des prétendants à venir challenger les records, 3 légendes précédentes qu'on a eues. Est-ce que je vois une autre personne que ces deux en capacité de le faire dans la décennie à venir? Oh non, je la vois pas cette personne. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'elle est présente. Elle est présente où elle va rapidement arriver dans les générations à venir. Il n'y a qu'à voir le niveau aujourd'hui qui est développé des joueurs nés en 2013, 2015, chaque année, à l'échelle de fédération, à l'échelle de structures privées, on analyse ces années d'âge et on voit des années qui sont plutôt bonnes, d'autres un peu moins. Mais c'est un cycle. Ce qui a été fait sera refait et sera toujours mieux fait. Alors, on souhaite évidemment aux grands champions de garder leur record le plus longtemps possible, mais c'est le principe même de cette discipline, hein. C'est être en capacité de toujours faire mieux. Et c'est ce qui anime ces grands champions. Donc, j'espère qu'on aura encore du grand spectacle dans les années à venir. Ok, merci. Moi, j'avais peut-être un joueur en tête, mais je me dis, il va falloir peut-être du temps, encore des déblocages. Je pense à évidemment Joao Fonseca, le Brésilien, qui, je pense, a des armes. Mais maintenant, est-ce qu'il va pouvoir concurrencer ces deux-là, qui sont quand même à un niveau Du costaud. très très élevé? Du costaud. On verra bien, ça de l'avenir nous le dira. Ben, merci Anis pour toutes ces informations. Écoute, pour clôturer cette interview, j'aimerais faire passer un message fort avec toi. Enfin, en tout cas, quel serait pour toi le message de fin de cette interview, un message qui te tient à cœur particulièrement? Et passionné de tennis, de sport ou tout ce que tu veux d'ailleurs. Travail et patience. Rien d'autre. Travail et patience. Faites les choses avec passion, mais soyez généreux. Et puis, vous aspirez à de grandes choses, soyez patient. Ça viendra, tôt ou tard, mais les opportunités se présenteront. Ok, top. Et ce qui me vient aussi, est-ce qu'il y a un événement sur lequel tu vas bientôt participer qui est important pour toi et sur lequel tu vas rebondir? On va avoir évidemment énormément d'événements à la French, à commencer par les 2 futurs qu'on organise, les tournois UTR, mais aussi le Tennis Europe qu'on a sur site. Donc pas d'événement en particulier, mais une année qui va être encore bien faite de beaucoup de belles surprises. Donc hâte d'aborder tout ça et puis on termine l'interview et on se remet au bureau pour pianoter. Ok. Merci beaucoup pour tout ça. Merci pour ton temps. Merci à toi Marvin. Et puis merci à tous pour votre écoute, hein. N'hésitez pas du coup à suivre Anis sur les aventures de la French Touch. Donc sur les réseaux, on peut retrouver ça sur Instagram. Exactement, ouais. Donc, Instagram, TikTok, YouTube, la palette communication est complètement ouverte. Vous pouvez nous retrouver de partout. Faut évidemment pas aussi hésiter à se renseigner. Une académie, c'est pas forcément uniquement fait pour vendre. C'est avant tout fait pour informer. On a une certaine expérience. Donc voilà, moi, il est arrivé beaucoup de fois que des gens viennent avec une intention, que le joueur ne vienne finalement pas à l'académie, mais par contre que les familles aient fait par la suite des réorientations de projet ou une adaptation de l'objectif à avoir sur le plus long terme. Donc, faut pas hésiter. Suivez-nous. ok, top, merci. Et voilà, encore merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. À très vite. Ciao. Bye.